Bonjour et bienvenue sur Droit de réponse, votre émission de décryptage des faits d'actualité parue dans la presse tout au long de la semaine. Pour cette première du mois de décembre, deux sujets fondamentaux s'ouvrent à nous. Déjà la crise anglophone et ensuite les résolutions du sommet Afrique-Union européenne. Des sujets qui seront disséqués avec méthode, bien entendu sur ce plateau, par nos invités que vous découvrirez tout à l'heure. Mais pour l'heure, je vous propose de suivre comment la presse camerounaise a traité ces différents sujets tout au long de la semaine. Un exercice pour lequel on vous accueille. Flavien Valondongo, vous êtes journaliste à la rédaction centrale d'Equinox Télévision. Bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir et bienvenue à tous les panélistes. Nous vous écoutons. Alors, parlant notamment des deux sujets à l'ordre du jour, nous commençons par celui qui concerne bien entendu la crise anglophone. Et comme vous le savez, la presse a traité de cette question sous plusieurs formes, parlant notamment de ce fait, selon Cameroun Tribune, qui avait déjà annoncé que le chef de l'État a donné la réponse, tout au moins, à ce qui est fait pour stopper la saignée. Selon Cameroun Tribune, donc, le chef de l'État annonce une riposte vigoureuse à cette question. Le président de la République a dit son émotion à la suite de l'assassinat de 4 militaires et 2 policiers dans la région du Sud-Ouest. Le journal précise que tout est présent, donc bien entendu, et présente aussi les condoléances aux différentes familles éprouvées. Paul Biya a rassuré que toutes les mesures sont donc désormais prises pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui sont donc à l'origine des tueries des hommes en tenue dans la région anglophone. Dans la même mouvance des tueries dans les régions anglophones, Mutation rappelle simplement que les soldats ont encore été tués par un groupe d'assaillants dans la nuit de lundi, précise ou tout au moins près de Manfé dans le Sud-Ouest. Le quotidien fait savoir que ce sont des actions qui sont donc réprimées ici. Selon bien sûr le journal, c'est désormais un phénomène dans les régions anglophones. Le mode opératoire des revendications des sécessionnistes a donc changé. C'est la tuerie désormais. Alors dans cette crise anglophone et selon bien sûr la presse, le Social-Démocratique Front qui ne tue pas a créé plutôt l'opération Blocus. La nouvelle expression révèle qu'après l'Assemblée nationale, donc où les députés ont empêché la tenue de plusieurs séances de travail, l'opération s'est désormais déportée au Sénat. Selon la nouvelle expression, le groupe parlementaire SDF a écrit au président de la Chambre haute pour lui demander d'inscrire la crise anglophone au menu de la prochaine plénière. Aucune réponse favorable à leur demande n'a été donc donnée et le mouvement donc a suivi. Sur cet aspect, le quotidien Le Messager souligne que le refus du dialogue agite bien entendu le Sénat. Le Messager explique que le chef de l'État, le chef du groupe parlementaire, du Social-Démocratique Front au Sénat, a donc recadré le secrétaire national de l'UNDP, sénateur Flambon Gayap, dans la correspondance qu'il a adressée donc à ces derniers. Pierre Flambon Gayap, le sénateur Jean Tumelou du Social-Démocratique Front précise que Pierre Flambon Gayap a été nommé alors que lui il a été élu et donc le sénateur UNDP protège son pain au sein du RDPC qui est donc son allié de tous les jours. Le Popoli qui ne verse pas dans ces désordres rappelle que le Premier ministre a été plutôt bousculé au Parlement alors qu'il donnait son discours de politique économique pour l'année 2018. Le journal satirique fait savoir que les députés à l'Assemblée nationale, SDF notamment, ont refusé que la plénière en question se déroule dans de très bonnes conditions. C'est du moins de cette façon que la presse a pu traiter de cette question pour ce qui est du premier sujet. Le second sujet, vous l'avez évoqué également, parle du sommet, le 5e sommet d'Abidjan, qui a réuni en tout cas l'Union européenne et l'Union africaine. Cameroun Tribune révèle que le chef de l'État du Cameroun s'est donc finalement rendu à Abidjan pour prendre part à ce grand rendez-vous au 5e sommet Union africaine-Union européenne. Le même journal, dans une autre livraison, a souligné que c'est une nouvelle alliance qui se noue entre l'Afrique et l'Europe à ce 5e sommet. C'est donc d'approche dans les relations entre les chefs d'État et bien sûr la jeunesse de leurs différents pays. Un engagement prioritaire, précise d'ailleurs le journal Cameroun Tribune. Et donc il n'y a pas que le quotidien gouvernemental qui a évoqué de ces sommets. Il y a également la nouvelle expression qui fait savoir que le sommet donne bien sûr l'occasion de combattre la traite des migrants et surtout financer les projets des jeunes à travers la redynamisation des partenariats d'égal à égal. À ce sujet, donc, et selon bien sûr le quotidien privé, Alpha Condé pense que les Africains ne sont pas des mendiants, tout en évoquant la question de l'immigration et bien sûr de la sécurité en Afrique. Alors, selon lui, l'Union européenne, qui connaît d'ailleurs les problèmes de l'Afrique, ne doit pas attendre que la main soit tendue pour bénéficier d'une quelconque aide. Et le journal Mutation de dire que c'est le renouveau des générations qui est donc une loi mathématique
Est-ce une leçon de morale que le président français donne à ses homologues africains? À chacun sur ce plateau de donner la réponse. À chacun sur ce plateau, vous l'avez dit en conclusion, de donner la réponse, et cela va se faire au cours de ces quelques minutes que vont durer l'émission de ce dimanche. Nous vous remercions, Flavien. On se retrouve dimanche à la même heure. Bien entendu, à dimanche. À présent, je vais vous dévoiler le panel d'invités présents sur ce plateau. Alors, pour que les choses soient bien claires, le décompte est assez exact ce dimanche. 2 journalistes et plutôt cette fois-là 2 enseignants d'université. On va commencer déjà par vous présenter le panel, du moins en partant par ma gauche. Et j'introduis donc en qualité de première présentation, le docteur Sostène Efouda. Il est politologue, mais aussi enseignant chargé de cours à l'université de SOA. Bienvenue. Merci, bonsoir au panel, bonsoir à tous les téléspectateurs et keynote, et merci de m'avoir invité. Après vous, on va introduire un journaliste qui est plutôt bien connu sur la place médiatique camerounaise. Il est notamment le directeur de publication du quotidien Parole. Il s'agit de Jean-Marie Tchatchouan, à qui je souhaite la bienvenue également. Merci de m'avoir convié à cette tranche dominicale destinée aux commentaires de l'actualité. C'est un agréable plaisir d'avoir comme co-panéliste d'éminents universitaires et avec qui certainement on aura des échanges fructueux qui pourront certainement permettre de mieux cerner, si vous voulez, la quintessence de l'actualité telle qu'elle s'est déroulée cette semaine. Ce serait plutôt agréable pour les téléspectateurs à la maison parce qu'ils s'attendent justement à ce qu'on débatte de ces sujets sans langue de bois afin justement qu'ils puissent cerner, comme vous l'avez dit, les différents contours de ces sujets. Un autre docteur sur ce plateau, il est également enseignant et en plus de cela, il est expert de l'économie, en économie publique. J'y arrive enfin, il s'agit du docteur Ariel Nitedem, à qui je souhaite la bienvenue. Merci de m'avoir invité. Je profite de l'occasion pour dire bonjour à nos amis de la diaspora, parce que je pense très bien que le Cameroun ou l'Afrique ne se développera pas sans eux. Et je dois dire que ceux des membres de la diaspora qui sont actifs dans les réseaux sociaux, qui sont actifs au plan politique, qui sont des activistes politiques, ne sont pas forcément antipatriotiques. J'insiste là-dessus parce que quelquefois il y a cet amalgame qui est vite fait. Alors maintenant que la précision est faite, on vous présente le dernier invité de ce panel qui nous vient également de Yaoundé. Il est également très connu dans la sphère médiatique camerounaise. Il s'agit de Soulé Onoye-Olo, à qui on va souhaiter la bienvenue. Merci madame de m'avoir invité ici même à Douala. Je pense que quand je faisais mes déplacements, j'ai beaucoup discuté avec 2 grands amis qui sont pharmaciens et qui font dans la pharmacie de l'humanité. Je ne sais pas si c'est dit à Douala. Savoir que des pharmaciens peuvent donner des médicaments à crédit, n'est-ce pas, à certaines personnes qui sont, n'est-ce pas, dans l'impécuniosité et dans l'absence de moyens financiers, de telle sorte qu'ils puissent venir payer. Après, vous savez que le Cameroun a un problème de monnaie. Je vais penser ici à Dr Fouda, Bazoua Onambili, Augustin, de la pharmacie du corps de police. On ne fait pas la publicité des pharmacies parce que ce n'est pas une publicité, tout le monde sait. Et après le pharmacien du corps de police, je vais parler à Dr Edgar Alain Dongo, la pharmacie de la Chapelle Ngousso, et je voudrais achever en disant tous mes regrets et toutes mes condoléances, n'est-ce pas, suite à la mort d'un baobab qui nous a quittés en fin de la semaine. Je crois que c'était mercredi. Le géant Mbarga Soukous. Je pense que pour nous qui l'avons connu, je ne sais pas si vous étiez déjà né, mais j'avoue très sincèrement que Mbarga Soukous, Nkomo Lokati, Nkomo Ayaoundé, est le don de Mbarga Soukous, parce que lorsqu'il a sorti, n'est-ce pas, des grandes chansons, un grand album comme Samba et Samba, Long Courrier, tout Yaoundé s'est déporté le week-end dès vendredi pour dimanche. Et il y avait lui, il y avait d'autres Tchéméni, Klo et Bogolofia, et puis il y avait Kamdem de regretter mon mémoire. Les 3 sont partis avec le départ de Ça, c'est la plus longue présentation de ce plateau. Vous avez fait le tour de tous les sujets. À présent, on va rentrer donc dans le premier sujet, celui-là qui est vraiment inscrit au sommaire de cette émission, du moins de cette première émission du mois de décembre. On parle de la crise anglophone pour dire justement que le ton de la radicalisation est en train
train de se préciser dans le sud-ouest et le nord-ouest. La semaine a été particulièrement meurtrière pour les forces de sécurité camerounaises. 6 au total ont été arrachés à la vie par des assaillants, ce qui porte à 10 le nombre d'éléments tués tout au long de cette crise anglophone. Alors, à sa descente d'avion jeudi dernier, alors qu'il revenait du sommet Union européenne-Union africaine, le président de la République a fait une déclaration brève dans laquelle il a précisé que des mesures fortes allaient être prises, du moins des mesures à la hauteur des attaques qui avaient été faites. Et dans ce même courant de pensée, dans cette actualité-là, il s'est tenu une réunion de sécurité vendredi à Yaoundé, réunion au cours de laquelle on a pu voir tout le gratin des forces de défense camerounaises. La première question est pour vous, Jean-Marie Tchakui. Quel était l'objectif, Tchachouan, pardon, j'y arrive, quel était l'objectif principal de cette rencontre? Alors, je suis peut-être mal placé pour dire avec exactitude quels étaient les objectifs qui ont, n'est-ce pas, si vous voulez, justifier la tenue d'une telle rencontre. Mais toujours est-il que nous avons tous vu que le président de la République, lorsqu'il est arrivé, a fait une déclaration. Et effectivement, on peut en déduire que cette réunion rentrait en droite ligne avec la déclaration du chef de l'État sur, n'est-ce pas, la réplique ou, si vous voulez, la position que le Cameroun entend donner désormais par rapport à la situation qui prévaut, n'est-ce pas, dans les zones anglophones avec le décès, vous l'avez dit, de nos soldats. Mais ce qu'il faut regretter, c'est que, de mon point de vue, la déclaration du chef de l'État me semble tardive. C'est d'autant plus qu'avant le décès des hommes maintenus, des forces de sécurité, il y a quand même eu le décès de beaucoup d'autres Camerounais, bien avant, n'est-ce pas, cette opération-là. Donc, on a le sentiment qu'aux yeux du chef de l'État, certains Camerounais valent mieux que d'autres, alors qu'on sait bien que tous nous sommes égaux en droit, en devoir. Donc, il n'était pas, de mon point de vue, opportun d'attendre que les hommes en tenue commencent à périr pour que le chef de l'État prenne, n'est-ce pas, la mesure de la situation et fasse ce genre de déclaration. Maintenant, je ne sais pas si c'est l'occasion de venir sur ces déclarations, mais pour savoir, est-ce que c'est une déclaration importante? Est-ce que c'est de cette façon qu'il fallait aborder le problème? Je crois que ça, c'est une autre question à régler. Mais, de mon point de vue, le chef de l'État pense que le décès des militaires, le décès des policiers serait plus important serait plus, si vous voulez, plus frappant, si vous voulez, plus consternant que le décès des civils qui sont morts depuis le déroulement de ce conflit. Et c'est là où il y a un hic, et ce hic-là, il me semble, il faut le dissiper. On précise avec le CPI bien évidemment que la condamnation est assez forte et solide sur le décès des éléments de force de sécurité camerounaises. Toutes les vies camerounaises, autant aussi petites soient-elles, sont précieuses pour la nation, que ce soit du côté des populations ou alors du côté des forces de sécurité. Ces attaques, ces différentes attaques sont à condamner. Et on se souvient justement que toutes les années, du mois, en début du mois de décembre, on organise dans la capitale politique une rencontre de sécurité pour justement débattre du sujet de la sécurité tout au long des fêtes de fin d'année. Mais la réunion de vendredi dernier a ceci de particulier qu'elle a été convoquée par le président de la République lui-même. Alors pourquoi seulement maintenant? Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre des actions aussi fortes bien plus tard, avant qu'on ne sombre dans la radicalisation totale? Oui, madame, je pense qu'on est dans un processus de résolution de crise et les acteurs se sont radicalisés, ont changé de stratégie. Et le président, dans l'urgence, s'est vu l'obligation de prendre ces décisions pour d'abord rassurer les Camerounais qui sont là-bas et puis défendre le principe de territorialité. Vous savez que pour ceux qui font les relations internationales, le principe de territorialité est né lors de la conférence de paix de Westphalie, où il y a eu le principe de territorialité, le principe de souveraineté. Donc pour qu'on ait un État, il faut qu'il y ait le territoire. Or, aujourd'hui, la souveraineté territoriale du Cameroun est menacée, comme d'ailleurs la souveraineté territoriale de presque tous les territoires. Donc, il est important que l'État exerce la violence légitime pour défendre son territoire
Quand vous voyez les travaux très excellents de Bertrand Badi sur la fin des territoires, qui montrent que la fin des territoires, ou alors la souveraineté renversée, qu'aujourd'hui, l'État classique, l'État moderne, contemporain, n'arrive plus à contrôler ces territoires. Donc, pour avoir un État, il faut, en droit constitutionnel, il faut le territoire, il faut la population, il faut un gouvernement autonome. C'est pour ça que la Palestine n'est pas être considérée comme un État. Donc, on n'est pas dans une jungle. Donc, je pense que le chef d'État, en tant que chef des armées, garant de la légitimité parce qu'il a été élu, devrait siffler la récréation, parce que là-bas les enfants ne vont pas à l'école, les commerçants ne font pas leur commerce, rien ne fonctionne, les universités ne fonctionnent pas normalement. Donc à un certain moment, il faut restaurer l'ordre public. Maintenant pour l'évaluation, il fallait faire l'évaluation parce que c'est quand même difficile. On a un front de l'autre côté du nord et c'est un deuxième front qu'on risque d'ouvrir et cela va coûter très cher. Donc il fallait quand même faire une évaluation pour voir quelles sont les faiblesses, quels sont les avantages de l'ouverture de ce deuxième front. Donc je pense qu'il était indiqué d'abord pour le chef d'État de montrer qu'il est là et qu'il est porteur de cet ordre public et puis de faire une évaluation pour voir quelles sont la logistique, quelle est la logistique, les hommes qu'on va utiliser. Alors, avant cette réunion de sécurité, on était jeudi soir, le président de la République est revenu du sommet Afrique-Union européenne et il a fait une déclaration assez brève qui a quand même été un tout petit peu critiquée par les uns et les autres. Quelle est la lecture que vous faites de cette déclaration, de cette sortie du président de la République? Non, c'est un homme qui est fâché, qui est dessus, qui est excédé même. C'est-à-dire, en allant, il était déjà dessus par les événements. Mais lorsqu'il était au sommet, vous voyez, comme vient le dire, qu'on vient d'éliminer encore 6 militaires. Si ce n'est pas possible. Donc, finalement, il n'y a plus d'autorité. Nous sommes dans 4 militaires. Nous sommes dans une jungle. Qu'est-ce qui se passe? Donc, quand il arrive à l'aéroport, il est coursé. C'est quelqu'un qui est fâché. C'est une déclaration martiale, c'est une déclaration de guerre parce qu'elle est brève. Elle dit, c'est clair pour tout le monde qu'aujourd'hui, le Cameroun a attaqué et nous devons réagir. Donc, c'est un chef d'État qui est fâché, qui est dessus et qui me dit, depuis que cette crise évolue, elle a préféré rester tranquille parce qu'il est dessus. Il voit les enfants du Cameroun, lui qui est un père, se déchirer entre eux. Il se demande, est-ce que c'est encore mon Cameroun que je voulais, un Cameroun de paix? Donc, c'est de quelqu'un qui est dessus, qui est coursé et qui fait une déclaration de guerre. Alors, Soulé Onoyelo, au terme de cette réunion, on apprend que le président de la République a donné un visa pour qu'un assaut soit militaire, il faut le préciser, soit lancé dans les deux régions, à savoir le sud-ouest et le nord-ouest. Quelles sont selon vous les conséquences à la fois positives et négatives qu'un assaut pareil pourrait avoir sur la gestion de la crise? Je ne sais pas si vous y trouverez, n'est-ce pas, des conséquences positives dans une histoire où la crise s'est beaucoup éternisée et s'est enlisée. On a laissé, c'est comme si en réalité on avait vu quelque chose naître et que personne ne s'y est préoccupé. Vous savez, quand vous prenez la déclaration du président de la République, c'est qu'en fait, à un moment donné, on s'est posé la question de savoir est-ce que pour une déclaration de guerre contre deux régions, n'est-ce pas, d'un pays, il fallait le faire à la descente de l'avion. Vous vous souvenez que la dernière fois, il a déclaré la guerre contre Boko Haram. Cette fois-là, c'était en territoire étranger. Aujourd'hui, il le fait sur, n'est-ce pas, le tarmac. Est-ce qu'il n'était pas souhaitable du moment où on sait quand même que le président a deux endroits où il parle avec autorité et d'autorité. C'est-à-dire le palais de verre de Ngouakele et surtout on est en pleine session. Le président, en tant que garant des institutions, pouvait demander, n'est-ce pas, une digression positive pour parler, n'est-ce pas, à l'Assemblée. Ou alors il pouvait parler de son palais. Mais j'avoue qu'il ne l'a pas fait et ceux qui l'ont conseillé de le faire simplement parce qu'il aurait été un peu difficile et peut-être pas malencontreux qu'il vint au palais de verre ou alors au niveau du palais de son palais pour parler ne serait-ce que de l'assaut qu'il est en train de laisser. Parce qu'il aurait dû, on lui aurait demandé quand même de survoler un certain nombre de préoccupations. Exactement. Du coup, il s'est senti dans cette histoire emballé et voulant rester, parce qu'il faut aussi le voir, il est resté constant dans sa préoccupation, dans son discours du 31 décembre 2016. Parce qu'aujourd'hui, on est en décembre, il va bientôt rentrer dans la préparation d'un autre discours de 31 décembre 2017. Il faudrait, ne serait-ce que de manière en fait, dans la conscience,
qui disent qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on a attendu tant de temps? Pourquoi? Donc il y a un ensemble de choses qui sont telles que, à un moment donné de l'histoire, ça c'est d'abord, n'est-ce pas, le contexte. C'est-à-dire qu'à un moment donné de l'histoire, le président de la République se retrouve dans une histoire qui l'agace. Malheureusement, ceux qui lui ont demandé de faire cette déclaration auraient pu l'aider, n'est-ce pas, à ce qu'il fasse tout au moins, n'est-ce pas, un résumé de sa tête et non lui donner un papier. Mais est-ce que cette déclaration justement était pensée, parce qu'on a eu l'impression qu'il lisait une déclaration? Oui, pas l'impression, il a lu. Bon, maintenant, est-ce qu'il était très fatigué et il ne pouvait pas dire ça? Parce que quand le président parle quand même, il y a un ensemble d'éléments qui doivent constituer le décor. Il y a le drapeau, il y a l'hymne national, tout cela n'était pas là. Donc en réalité c'est une déclaration qu'il aurait dû faire simplement, peut-être sans passer par le bord. Mais du moins il a lu, ça crée en même temps l'émotion et puis ça crée en même temps le but. Maintenant pour en arriver à l'assaut. Ok, le président de la République a donné l'assaut. Il a autorisé à ce que les uns et les autres aillent, n'est-ce pas, à un combat armé. Ce qui veut montrer qu'en réalité, toutes les issues du dialogue ont été épuisées. Je ne sais pas si elles ont été épuisées, mais ça veut simplement dire qu'il n'y a plus de dialogue. Donc le Cameroun entre dans sa deuxième guerre. Et lorsque le Cameroun entre dans sa deuxième guerre, c'est qui contre qui? Et puis ça nous ramène, je ne sais pas s'il faut l'évoquer, à la question, n'est-ce pas, de l'introduction de la question anglophone, n'est-ce pas, à l'ordre du jour dans les débats à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il a vu venir? Est-ce que le chef de l'État maîtrise tous les enjeux? Mais je pense qu'à un moment donné de l'histoire, la République était à genoux. Parce que ça devenait un peu, très peu sérieux de combattre ou alors de discuter, de négocier avec des gens qui étaient constamment ou alors fermés au dialogue. Alors, il y a également que autour des mesures qui accompagnent cet assaut, les populations devraient pouvoir, à partir d'un certain moment, dialoguer, communiquer avec l'armée pour relier jusqu'à elle les différentes informations qu'elle a à la fois sur des individus suspects et sur des personnes étrangères qui se seraient glissées dans les deux régions. Mais on a une population qui aujourd'hui a encore le souvenir des exactions de l'armée sur elle. Est-ce que vous pensez que cette population-là pourra aujourd'hui avoir une certaine facilité de communication avec cette armée-là? Vous savez que la différence entre la guerre asymétrique que mène le Cameroun au Grand Nord contre Boko Haram et celle des anglophones, c'est que en fait il y a un malaise général et généralisé. Il y a beaucoup de populations de deux zones qui sont favorables à cela. La preuve, c'est que vous avez remarqué qu'il y a une déchirure complète entre les acteurs politiques, c'est-à-dire tous ceux qui sont élus au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Il y a une rupture. Ça veut dire que la population adhère à un certain nombre de discours qui parfois est soutenu par les sécessionnistes. Et du coup, on a le sentiment que ça va être encore difficile. Il n'y a pas d'issue. On va d'abord faire la guerre. D'ici 5 ans, les gens peut-être vont se retrouver, mais aujourd'hui, parce que vous avez deux tendances, madame, sur le terrain. Vous avez les acteurs politiques dont le discours ne porte plus, c'est-à-dire le député, la société civile est aujourd'hui un peu accrochée derrière les sécessionnistes, sauf que les sécessionnistes veulent la séparation, n'est-ce pas? Du coup, on va négocier avec qui? On ne peut pas dialoguer avec, n'est-ce pas, les sécessionnistes, parce que ce serait donner libre cours ou alors donner droit au fait que leurs revendications sont légitimes. On ne peut pas non plus continuer à dialoguer avec les hommes politiques, tous confondus, c'est-à-dire de l'opposition et même du parti au pouvoir, du moment où de plus en plus ils sont illégitimes. Encore que ça va être encore plus compliqué parce que la session en cours est la dernière session, n'est-ce pas, de leur mandat, et du coup il se pose un problème, n'est-ce pas, la légitimité. Si aujourd'hui on n'organise pas les élections dans les 2-3 mois qui arrivent, ces députés-là ne bénéficieront d'une rallonge que par le biais d'un décret présidentiel. Et du coup, ça devient embarrassant pour quelqu'un de revendiquer une légitimité sur, n'est-ce pas, une population alors qu'il n'a pas
n'est-ce pas? Il n'a pas été élu. Je vous remercie justement pour ces analyses-là. Et je suis avec vous cette fois, Dr Ariel Nitedem. Si on va revenir sur un plan purement technique, le mode opératoire de ces différents assaillants est connu. Ça veut dire à chaque fois qu'ils vont opérer, qu'ils vont ôter la vie à des militaires ou alors des hommes en tenue, ils vont systématiquement récupérer les armes. On a l'impression ici en ce moment qu'ils sont en train d'agir systématiquement comme Boko Haram à ses débuts. Une population qui se rebelle, d'accord, mais qui a besoin d'armes pour lever après une insurrection armée. Est-ce qu'on devrait, vu cet état de choses, craindre pour la sécurité de nos camps militaires qui sont situés dans ces deux régions? Oui, forcément, on devrait craindre, mais je ne veux pas aller très vite en besoin comme les autres et parler d'une guerre qui est déjà en zone anglophone, qu'on serait en train de comparer à la guerre contre Boko Haram. Je crois que c'est très vite aller en besoin. Le problème anglophone, c'est vrai que le chef d'État a fait une déclaration forte. Une déclaration forte qui l'a bien dit. Il y a des éléments très subtils à l'intérieur, pas subtils d'ailleurs, très techniques. Il dit bien que c'est des terroristes. Donc lui, il a qualifié les sécessionnistes de terroristes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les sécessionnistes aujourd'hui tombent sur le coup de la loi antiterroriste. Donc s'ils sont pris dans ces activités-là, ils vont être jugés suivant la loi, selon les prescriptions de la loi antiterroriste. Exactement. Ça, c'est la précision qu'il faut faire sur le plan technique. Et ça sort de sa déclaration. Et de deux, sa déclaration a été suivie de conséquences pratiques. La réunion, n'est-ce pas, de crise, que tous les chefs des légions militaires tous les commandants des légions militaires ont été convoqués et ont mis en place, n'est-ce pas, un dispositif justement pour résoudre le problème de la crise anglophone. Je ne pense pas qu'il faille parler de guerre en zone anglophone. Si on fait cette erreur-là, le Cameroun va entrer dans un chaos que personne ne pourra. Mais comment qualifier tout ce qui est en train de se passer? Ce qui se passe, c'est que il y a eu les anglophones, le problème anglophone n'a pas été bien géré. On a pris beaucoup de temps. Il y a d'abord des gens qui ont refusé l'existence d'un problème anglophone au Cameroun. Et après, ils se sont rattrapés, mais c'est les mêmes qui sont restés et qui vont gérer le problème. Ça, c'est une question à régler parce qu'ils se sont disqualifiés. Ceux-là qui ont refuté l'existence de ce problème, tout au début, sont disqualifiés aujourd'hui pour continuer à régler ce problème. De toutes les façons, ce que le chef d'État a fait, il a pris sa responsabilité devant l'histoire en décidant que désormais, c'est la loi antiterroriste qui sera appliquée. Cela nous rappelle une loi qui, en son temps, a fait beaucoup de gaffes dans ce pays, la loi anti-subversif. La fameuse loi de 62 qui taxait tout le monde de subversif et des gens se retrouvaient dans les prisons politiques par-ci et par-là. Alors j'ai peur que cette loi antiterroriste, que ce soit mal utilisé, qu'il y ait des débordements, que ce soit un peu utilisé pour régler des comptes et qu'on se retrouve dans une situation que le Cameroun a vécue jusqu'aux années 90. Et la loi antiterroriste, c'est une loi qui justement a beaucoup de faiblesses et qui est même liberticide pour beaucoup et qui a, n'est-ce pas, des vides juridiques qui peuvent être exploités pour aller dans tous les sens, pour justement porter atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de s'opposer, à la liberté même de s'opposer aux idées qui sont en place. Et cela, c'est le fait dans tous les pays. Patriot Act aux États-Unis, c'est une loi antiterroriste qui a ces mêmes problèmes. Au Kenya, c'est loin le même problème. Alors il faut donc éviter que des gens qui sont chargés, n'est-ce pas, de résoudre ce problème anglophone ne profitent, n'est-ce pas, du vide juridique qu'il y a dans cette loi pour pouvoir abuser. Maintenant, ce qu'il faut faire, ce ne sera pas un problème, ce ne sera pas une guerre, on ne va pas débuter forcément sur une guerre. Si vous permettez, donnez-moi le temps de chuter. Juste un mot pour dire ceci. Quand vous dites que la loi sera appliquée sur, enfin la loi antiterroriste, n'est-ce pas? Si on admet que les dispositions de cette loi doivent être appliquées, mais il faut que les dispositions soient appliquées pour ces gens, des gens qu'on aura pris. Mais tant qu'ils vont opposer la résistance, n'est-ce pas, et faire usage des armes, comment voulez-vous que la réponse ne soit pas autorisée du moment où la réunion dont a fait quand madame tout à l'heure est presque, a presque le feu vert pour réagir. Parce que quand le président dit que vraiment il n'y aura plus une tolérance zéro, ça veut dire en fait qu'il va falloir que les gens... Donc on est en état de guerre, docteur, on est totalement... Je ne vois pas de l'autre côté en face un mouvement militaire, un mouvement armé, suffisamment organisé, financé et structuré comme Boko Haram. Ce n'est pas encore...
Je pourrais être naïf. On va pouvoir y arriver. Vous croyez qu'on tue les gendarmes avec quoi? Je veux bien. Avec le feu? On les tue avec des armes à feu. Et dans la stratégie militaire, docteur, un civil en possession d'une arme n'est plus un civil. Je veux bien, mais je ne voudrais pas qu'on profite pour faire l'amalgame. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait très vite en besoin et qu'on confonde, qu'il y ait des confusions. Parce que là, on va donner des ordres aux militaires qui sont sur le terrain. Il faudrait justement que les commandants, les chefs militaires soient suffisamment fins sur, n'est-ce pas, la riposte qu'il faudra donner. Il faudra que ce soit une riposte proportionnée. Parce que sinon, on va entrer dans une disproportionnée. Ça va causer des dégâts collatéraux. Et la population qui doit être du côté de l'État ne le sera plus. S'il y a des confusions, des bavures militaires, si je peux dire ça comme ça, ça va mettre la population dans une position où elle ne pourra plus faire confiance à l'armée républicaine, elle ne pourra plus coopérer. Et je dois dire maintenant, la solution à ce problème passe par le renouvellement de la classe politique. La classe politique qui est en place, que ce soit du RDPC ou du SDF dans cette partie de la République, est dépassée et déconnectée. Il faut même souhaiter qu'il y ait des élections l'année prochaine pour que la classe se renouvelle, pour que le peuple justement mette en place des leaders qui sont véritablement représentatifs, en qui le peuple se reconnaît. Et c'est par là qu'on pourra espérer sortir de cette crise. Je dois dire d'ailleurs que si le chef d'État se retrouve en train de faire une déclaration à la descente d'avion, les députés de la nation ne l'ont pas aidé. Je ne comprends pas qu'un député qui est député de la nation, qu'il soit du nord, de l'est ou de l'ouest, ne puisse pas se saisir du problème anglophone. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ce sont les députés du nord-ouest et du sud-ouest qui parlent du problème anglophone. Un député au Cameroun est un député de la nation. Donc un député devrait se saisir de ce problème. N'importe quel député du Cameroun devrait se saisir de ce problème. Exactement. Pourquoi le problème n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée? Ça n'a pas été le président. Et ceux qui sont venus tempester, qui font le théâtre, ils n'ont pas aidé non plus. Ces députés du Nord-Ouest, qui en font une affaire particulière, une affaire personnelle, ils n'ont pas aidé non plus. Vous semblez pourtant critiquer une attitude que beaucoup de personnes je dis, prennent aujourd'hui comme une attitude historique. C'est une attitude historique, mais ça se fait dans un désordre qui ne dit pas son nom. Ça ne fait pas avancer le débat. En réalité, quand je regarde à la fin, ils ont fait beaucoup de bruit. Ils ont attiré l'attention de la République sur ce qui se passait à l'Assemblée, mais en réalité, on n'a pas avancé sur ce sujet. De toutes les façons, on va revenir sur cette question tout à l'heure. Ne vous en faites pas, vous aurez l'occasion de nous donner toutes les analyses que vous avez sur la question. Mais en attendant, Jean-Marie Tchatchouan, on a remarqué dans cette crise que le Nigeria devient un État fortement impliqué. D'abord, premièrement, à chaque fois qu'il y a des attaques, les assaillants vont se replier vers le Nigeria. Et ensuite, on a quand même information de ce qu'il y a une télévision ambazonienne qui émet depuis le Nigeria. Mais pourquoi est-ce que personne, du moins dans le système, dans le dispositif qui est mis, pourquoi personne n'en fait cas? Effectivement, j'ai eu froid au dos quand j'ai entendu le docteur tout à l'heure dire que ce n'étaient pas des gens organisés, qui n'étaient pas financés. Pourtant, on sait très bien qui est leur leader, qui font des levées de fonds à travers, n'est-ce pas, la diaspora. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure, l'un de nos panélistes, féliciter le docteur Sosten Efouda de la diaspora. Effectivement, pour dire que parmi eux, il y en a qui se comportent très bien. Mais il faut dire que la crise anglophone, le mouvement sécessionniste est piloté depuis la diaspora. Et vous ne pouvez pas avoir une telle force de manœuvre si vous n'êtes pas soutenu aussi bien par les États que par, n'est-ce pas, les autres mouvements qui s'organisent. Et vous l'avez vu, il y a une chaîne de télévision acquise à leur cause. Et rendez-vous compte, la plupart de ceux qui opèrent dans le cadre de ces opérations, n'est-ce pas, de ces attaques, ne sont pas en territoire camerounais. C'est-à-dire, en territoire camerounais, on les aurait facilement traqués. Mais c'est qu'ils ont une base arrière, n'est-ce pas, sur le territoire du pays voisin où le Cameroun ne peut pas, n'est-ce pas, s'infiltrer ou bien se déporter. Mais qu'est-ce que le Cameroun attend pour tisser un dialogue diplomatique avec le Nigeria? Non. C'est trop aller vite en besoin d'envisager déjà, n'est-ce pas, un dialogue diplomatique, parce que de mon point de vue, la question, le problème est d'abord un problème interne. Et l'erreur générale que nous commettons, c'est qu'on mélange tout dans le même panier. Dans la crise anglophone, il y a deux entités. Il y a des gens qui sont modérés, qui revendiquent
le fédéralisme et, si vous voulez, comment on appelle ça, le régionalisme. Mais il y a d'autres qui revendiquent le sécessionnisme. Alors, l'État aurait pu montrer sa bonne foi en évitant au moins la partie modérée, l'entité modérée, autour d'une table pour parler du fédéralisme, pour parler du régionalisme. Mais l'État ne l'a pas fait. Je ne pense pas que la réponse utile pour la question anglophone, pour la crise anglophone, c'est une déclaration de guerre. Vous allez voir que la situation va plutôt s'empirer. Mais là, vous me rejoignez justement, parce que je dis la solution, c'est pas la guerre. Non, la solution. Ne parlons pas de guerre, ce serait non, la guerre. Allez dans besoin que de parler de guerre. Si vous disséquez, si vous analysez la déclaration du président, c'est une déclaration de guerre qui ne dit pas son nom. Donc vous ne pouvez plus dire que c'est pas la guerre, puisqu'il a lui-même déclaré la guerre. Et vous avez vu le communiqué du préfet de la Magne, bien que ce communiqué ait été démenti par le gouverneur de la région du Sud-Ouest. Il y a eu un communiqué qui demandait aux populations de certains villages de quitter les villages. Et le gouverneur du Sud-Ouest, M. Okala Bilay, a dit qu'il serait que ce communiqué serait une fabrication des réseaux sociaux. Pourtant, le préfet lui-même, auteur de ce communiqué, M. Joseph Kou, a démenti sur une radio locale en disant plutôt qu'il appelait les populations plutôt à collaborer avec, n'est-ce pas, les forces de sécurité. Donc vous comprenez que dans la gestion de cette crise, il y a beaucoup d'étâtonnements. Je dois dire que le problème de la zone dite anglophone deviendra ce qu'il sera en fonction de la gestion qui en sera faite à partir de maintenant, à partir de la déclaration du chef d'État. Si ça, on considère ça comme une déclaration de guerre, c'est pas nous qui considérons comme ça. Une guerre conventionnelle, une guerre ouverte. Si c'est une guerre ouverte, alors cette fois-là, on sera en train de faire fausse route. C'est cela qui va même amener au recrutement, parce que quel que soit là où le mouvement et quelle que soit d'où l'inspiration du mouvement vient, c'est pas ceux-là qui viendront faire la guerre, c'est les Camerounais, c'est des gens qui sont recrutés sur place qui vont faire la guerre contre l'armée camerounaise. Or, pour éviter le recrutement, c'est ce qu'il faut faire dès aujourd'hui. Il faut d'abord éviter la pauvreté ambiante. Il faut éviter de retourner la population contre la République. Parce que c'est ceux-là qui vont prendre les armes. Ceux qui sont dans la diaspora vont avoir des idées, ils vont avoir des moyens, mais ce n'est pas eux qui vont porter les armes. Alors il faut éviter d'avoir des Camerounais qui acceptent de porter les armes contre les Camerounais, comme ça se passe à l'extrême nord. Parce qu'en fait, quand vous voyez ce qui se passe avec Boko Haram, ce n'est pas les Nigérians qui viennent tuer les Camerounais. C'est les Camerounais qui ont été recrutés par cette secte. Donc il faudrait éviter de pousser les Camerounais à rejoindre des groupes pour tuer les Camerounais. Et c'est cette gestion, la gestion qu'on va faire à partir d'aujourd'hui de ce problème qui va éviter cela. C'est ce que je dis. Il faut être très subtil. Le problème anglophone ne doit pas être géré comme le problème de Boko Haram. Et vous l'avez dit, mais seulement aujourd'hui des actes de violence, on atteint une certaine escalade dans la violence. On parle aujourd'hui des actes posés sur des forces de sécurité camerounaises, mais pourtant on avait encore la possibilité d'implémenter un dialogue. Sosthène Efouba, est-ce qu'on n'a pas, avec ce qui est en train de se passer cette dernière semaine, l'impression que la stratégie du pourrissement qui a été adoptée jusqu'ici par le gouvernement camerounais est en train d'atteindre ses limites? Moi, je pense d'abord, je ne suis pas adepte de cette stratégie de pourrissement. Je suis d'abord pour lever l'équivoque. Lui, je comprends que c'est un économiste. Il ne parle pas. La guerre, il y a la guerre civile, il y a la guerre asymétrique, il y a la guerre conventionnelle. Il y a plusieurs types de guerres. Le Cameroun est en guerre. À partir du moment où les militaires sont abattus par les forces terroristes, c'est déjà la guerre. Donc, je pense qu'il n'y a pas de discussion pour. Si vous avez fait les études stratégiques en relations internationales, il y a plusieurs formes de guerre dont le Cameroun est en guerre. Il s'agit plus. Qui veut préserver le pays. Oui, il s'agit plus de parler de loi à ce moment parce qu'il y a des victimes. Il y a des écoles qui sont brûlées, il y a des gens qui depuis un an qui ne fréquentent pas normalement, qui ne sont même pas en sécurité. J'ai vu un reportage dans votre télévision, on montrait des gens qui étaient en difficulté tous les jours, qui n'arrivent même pas à manger, qui n'ont pas internet. Donc je pense que ce n'est pas le président, c'est les faits c'est les conséquences sur le terrain qui amènent le président à prendre cette décision. Maintenant, en posant votre question, je pense que depuis le dialogue, la forme de dialogue qu'ont voulu les Camerounais a été épuisée. Parce que les acteurs se sont radicalisés. C'est-à-dire, ce qu'ils entendent par dialogue inclusif. Il y a eu quel dialogue? Moi, je n'ai jamais été même d'accord avec cette histoire de dialogue inclusif. Parce que les acteurs voulaient utiliser la population. On voulait instrumentaliser la population. Or, aujourd'hui, on se rend compte que la population n'est pas pour la guerre. Et puis, il n'y a pas des séparatistes, des mouvements sécessionnistes à Boya ou à Bamenda.
Ces gens sont installés au Nigeria. D'ailleurs, on a eu un reportage diffusé en France 24 avec Ayou qui disait qu'il est prêt à mourir. Il est prêt à mourir et il fait une déclaration de guerre au Cameroun. Il était interviewé par les journalistes de France 24. Ça fait pas 3 semaines. Donc il n'y a pas de mouvement. Et un vieux qui était là depuis les années 50 qui disait qu'il est prêt avec le drapeau à la télévision. Donc il n'y a pas de mouvement séparatiste à l'intérieur de notre territoire. Aucun. De ces gens viennent de l'extérieur pour faire des groupes militaires comme cela a eu l'UNITA en Angola et les FARC en Colombie. Excusez-moi, de se construire en un groupe paramilitaire, un groupe rebelle pour attaquer le Cameroun dans l'avenir. C'est ce qui se passe. Maintenant, le dialogue n'a jamais eu lieu. Le dialogue n'a jamais eu lieu parce que, comme il disait, les premiers acteurs qui sont partis n'ont pas pu, ne portaient pas la légitimité et ont été chassés. Et comme il disait, ces élites sont en crise, manque de légitimité parce qu'il y a une déconnexion entre le sommet et la base. Parce que lors des élections, le parti au pouvoir s'arrange toujours, s'arrange à avoir plus d'élus, même s'ils n'ont pas la légitimité de la base. Donc, les élites ne sont pas crédibles. Et en plus, maintenant, les politiques publiques dans ces zones-là, c'est-à-dire, ces zones ne sont pas développées comme d'autres zones comme Yaoundé et peut-être Douala. Donc, il y a un retard au plan infrastructurel, les routes, les hôpitaux, les écoles. Donc, il faut, pour résoudre d'abord le problème, il faut d'abord des réformes, il faut des fonds spéciaux pour développer cette partie, créer les écoles, créer les terrains de foot, les écoles de musique, tout. Pour qu'il y ait une dimension, les réalisations affectives. Pour que ces réalisations épousent finalement ce que les populations attendent. Parce que si un jeune est bien, il va se dire, moi je ne veux pas aller faire la guerre. Maintenant, le dialogue, ce sera entre le président et ses populations. Le dialogue ne sera pas entre les autres. C'est-à-dire qu'il y a... Par quelle voie, par exemple? Parce que beaucoup aujourd'hui sont en train de parler de conférence nationale souveraine. Oui, j'y viens. On peut parler peut-être de conférences, une conférence de la Noten, comme la Soten, ou alors une conférence de Bamenda de Boya, où on va choisir une arène, où le président va recevoir différentes délégations, c'est-à-dire les agriculteurs, les économistes, les écoliers et tout, que chacun... Il y a ce qu'on appelle la dimension affective. Les travaux ont été développés par Almond et Verba, montrent clairement qu'il aime le chef de l'État. Et en face, il va porter, il va voir ce qui ne s'est pas discuté avec, rentrer à Yaoundé. Maintenant, dans le cas des résolutions des politiques publiques, il va donc adapter les politiques publiques par rapport à la demande qu'il a reçue. Et qu'il soit là lui-même qui reçoive ces gens face à face, je pense que ça va aider, ça va décongeler la crise. Mais si c'est le dialogue où les hommes politiques veulent demander l'argent à l'État pour dire qu'ils vont aller négocier, je pense que ce n'est plus possible, c'est fait tard. Soulé Oliolo, est-ce que vous pensez, comme le docteur Ifouba aujourd'hui, qu'il va falloir que le président à un moment donné descende dans les deux régions? Et il ne descendra plus. Il ne descendra plus parce qu'il a officialisé la guerre. Il a officialisé la guerre contre les terroristes sécessionnistes. Vous pensez que aucun État au monde ne peut tolérer, n'est-ce pas, qu'il y ait une partition, n'est-ce pas, de sa nation, de son pays. Or aujourd'hui, ne soyons pas, nous avons été naïfs au départ. Parce qu'au départ, ça fait 1 an, c'est novembre 2016, novembre 2017. Quand ça a commencé, nous étions parmi ceux qui pensions que il fallait voir ces gens, dialoguer et au besoin comprendre le malaise et apporter des solutions nécessaires. Première chose. Deuxième chose, nous avons à un moment donné remarqué qu'en dépit de ce que le président Biya a intégré dans son discours du 31 décembre 2016, n'est-ce pas, le fait qu'il existe exactement des problèmes corporatistes, c'est-à-dire les avocats et les autres, et qu'il fallait se déployer pour les régler, on a pensé que ça devait mettre un bémol. On a envoyé plusieurs fois le Premier ministre, ça n'a pas marché. L'escalade de la violence est allée, n'est-ce pas, s'aggravant et s'intensifiant. Au point où, à un moment donné, on a remarqué que face à ce qu'ils appellent l'indolence, n'est-ce pas, il fallait passer aux attaques armées, il fallait égorger les gendarmes pour montrer aux gens que, mais vous, cette petite nation du Cameroun, vous voulez qu'on vous prouve, pendant qu'est-ce qu'on doit faire pour vous montrer que effectivement nous faisons là la provocation, pour vous faire céder et venir à la guerre, parce qu'en réalité, à un moment donné de l'histoire, c'est à ce moment-là que nous autres, qui supportions, n'est-ce pas, dès le départ, le problème anglophone, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de mésentente au niveau de la démarche. Parce qu'au niveau de la démarche, je vous ai dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, qu'il y a un problème réel. Le discours politique ne passant plus, le dialogue devient difficile en ce moment-ci en région anglophone. D'autant plus qu'il y a des gens qui pensent qu'après avoir égorgé et de manière impunie, certains Camerounais, au nom de quoi devraient-ils le faire? Ils peuvent aller jusqu'au bout et revendiquer la partition du Cameroun. Et je voudrais dire que
pendant qu'on est là, on n'est pas naïf. On sait que l'enjeu principal, c'est la dévolution du pouvoir. Les gens veulent faire, c'est-à-dire tous ces micmacs conspirent, n'est-ce pas, à chasser M. Biya du palais de Toudi. Maintenant, allez donc savoir. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui tient le pouvoir, qui sait que par ces temps qui courent, aucune élection ne peut le chasser de Toudi? Venir un de ces 4 matins et dire, ok, comme vous êtes trop fâché, je vous donne le pouvoir. Il ne le fera pas, M. Biya ne le fera pas. Et parce qu'il ne le fera pas, le système va matraquer jusqu'à la dernière limite tous ces assaillants, toutes ces personnes qui pensent que la sécession est possible. Du coup, je pense qu'on est dans un engrenage. Il faut seulement prier Dieu, parce qu'on ne sait pas combien de personnes seront tuées, malgré le fait qu'on puisse dire qu'il y ait un rétro-pédalage, n'est-ce pas, avec le communiqué du préfet de la Magno. Mais une chose est sûre, c'est que ça bouge. Quand ces gens-là vont recevoir officiellement, n'est-ce pas, la mission, ou alors le thème de la mission, ils ne vont plus faire ce qu'ils ont fait, par exemple, le 1er octobre, où ils ont subi quelques agressions en début de... Et ils sont restés tranquilles. Je pense que la réunion de vendredi, n'est-ce pas, autour du MINDEF ne peut pas tomber à perte et profit. Et penser que non, on va revenir encore, dire mais attends, tu as mangé ce matin, est-ce que tu as encore, tu veux encore, tu es malade? Non, ce n'est plus ça. Donc ne soyons pas naïfs. Tant que ces gars n'auront pas obtenu la tête de M. Biya, ne l'auront pas chassé du pouvoir, parce que c'est de ça qu'il est question, il va être difficile de... Encore que, maintenant qu'ils ont... Non, je vais finir, Ariel. Maintenant qu'ils ont pris goût, n'est-ce pas, à ce système-là, et qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des gens qui reçoivent beaucoup de fonds, qui sont à l'extérieur. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont trouvés une activité dans cette affaire de sécession. Et du coup, si ça leur donne un peu du pécule, ils vont contribuer à cela, en dépit de la société civile et des populations qui seront des victimes. Mais c'est une bataille qui s'annonce rude, qui s'annonce grave et qui paralysera le Cameroun sur son autre. Oui, forcément, elle paralysera le Cameroun, parce que justement, on ne peut pas, un pays en guerre, n'est-ce pas, met entre parenthèses la prospérité, le développement et bien d'autres choses. Et voilà. Je ne suis pas d'accord avec toi. Le départ de Biya ne va pas faire mourir le mouvement sécessionniste. Le mouvement sécessionniste existe depuis très longtemps. Et cela est lié à l'histoire du Cameroun. Donc ce qui est sûr, le prochain président, celui qui va remplacer Biya, aura ce problème sous la main. Ça, il faut déjà se le dire. Quand vous parlez de celui qui va remplacer Paul Biya, le sécessionniste, je vous ai dit, vous n'avez pas suivi ma progression. Donc, en réalité, ne critiquez pas si vous n'avez pas suivi ma progression. Ma progression, régulièrement, il y a eu, n'est-ce pas, des effets. N'est-ce pas, le 1er octobre avec les sécessionnistes. Mais cette fois-ci, ils sont allés, n'est-ce pas, jusqu'à mettre en place un bras armé qui tue, qui égorge. Et tout à fait. Donc, je dis ceci. Donc, le problème, c'est quoi? Ils revendiquent les accords de Fumban. Parce qu'il ne faut pas oublier que aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement d'enlever M. Biya du pouvoir, mais il s'agit de l'enlever pour donner le pouvoir à un anglophone. Tout au moins, parce qu'ils pensent que leur temps est arrivé. Il ne faudrait pas qu'il y ait des dérives de cette nature pour installer la guerre en zone dite anglophone. Il y a une déclaration de guerre contre le mouvement sécessionniste. Cela est constant. Cela ressort de la déclaration du chef d'État. C'est contre le mouvement sécessionniste. Ce n'est pas contre les anglophones. Et il ne faudrait pas qu'on militarise la zone anglophone, n'est-ce pas, au nom de cette déclaration de la guerre contre les sécessionnistes. Il faut bien faire la part des choses. C'est pour ça que je dis qu'il faut être très subtil dans la gestion de cette guerre contre les sécessionnistes qui sont connus, tout le monde est d'accord, comme les ennemis de la République. Ça, il faut le dire clairement. Maintenant, comment gérer le problème de la crise anglophone, qui reste un problème entier, même quand on aura fini de résoudre le problème, même si le problème de sécessionnistes finissait aujourd'hui, même s'il laissait tomber les armes, s'il n'y avait plus de tuerie de militaires, le problème anglophone serait toujours là. Le problème anglophone serait toujours là. Les revendications que les anglophones ont posées sur le plan corporatiste ont trouvé un début de solution. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas complètement résolu. Donc, il ne faut pas confondre ces deux-là. Ça, c'est très important. Je suis d'accord, la déclaration de la guerre
s'il y a une guerre contre les sécessionnistes, mais je disais ce n'est pas contre les anglophones. Et c'est pour ça que je dis le dialogue reste la voie la voie la plus adaptée, la plus indiquée pour résoudre le problème anglophone. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut encore parler de dialogue? Moi, je dis le dialogue, oui, avec la nouvelle classe politique. C'est l'espoir que j'ai avec les nouveaux hommes. Il va falloir attendre 2018. Oui, parce qu'aujourd'hui, le dialogue, ceux qui sont en place sont disqualifiés pour un dialogue. Mais en attendant, on fait quoi? En attendant, qu'est-ce qu'on fait? On maintient l'ordre. Ce n'est pas si loin que ça de toutes les façons. Parce qu'en réalité, comme je vous dis, que ce soit du côté de l'État, du gouvernement, que du côté de anglophone, les gens, ceux qui sont chargés de faire ce dialogue, qui sont plus indiqués, sont disqualifiés. Parce que malheureusement, ceux qui ont posé des revendications sont en prison aujourd'hui. Un certain nombre sont encore en prison. Et du côté du gouvernement, il y a ceux qui n'ont même pas reconnu l'existence du problème aujourd'hui. C'est ceux qui sont en face, qui veulent négocier. On leur fait plus confiance. La population fait plus confiance à ceux. C'est clair. Donc il faut justement, si vous voulez que je j'aille plus loin, il faut que le président prenne ses responsabilités. Il faut des changements profonds. Pourquoi pas? On peut parler de remaniement. Il faut de nouvelles personnes pour pouvoir justement engager ce dialogue. Les personnes en place sont disqualifiées. D'accord. Mais quand vous dites, excusez-moi madame, oui, quand vous dites les nouvelles personnes, vous savez, nous avons d'un côté des sécessionnistes qui ont réussi, n'est-ce pas, à travers la peur, à avoir, n'est-ce pas, la plupart des populations. Et pour corriger, je ne dis pas la guerre contre les anglophones, mais la guerre contre les sécessionnistes. Parce qu'ils sont installés en territoire anglophone. Et ils pensent que le problème anglophone est important. Ils ont réussi, comme on dit, instrumentaliser la population. Ils ont réussi à la mettre, mais ça presque en asile, de telle sorte que ces gens-là ne peuvent plus faire librement leurs activités. Sauf à penser qu'il y aura une guerre chirurgicale. Mais il va être difficile, n'est-ce pas, de penser qu'on attaque des sécessionnistes sans, n'est-ce pas, parfois des bavures et, n'est-ce pas, des balles perdues. Ça, c'est pour dire que... Maintenant, nous avons parlé des sécessionnistes. Les sécessionnistes, quelles que soient les élections que vous allez organiser, ils ne sont plus là. Maintenant, on ne peut pas non plus appeler les sécessionnistes autour de la même table pour dialoguer. Absolument pas. Reconnaître qu'ils ont raison, n'est-ce pas, d'être dans la posture de la partition du Cameroun. Et or, sur l'instant, ayant confisqué les deux régions, ayant pignon sur rue, ayant pris le peuple en otage, il faut bien qu'on fasse quelque chose contre eux. Et c'est pour ça qu'il va être difficile, n'est-ce pas, dans l'engrenage qui a démarré là, de ne pas faire... Je fais confiance à nos forces à nos forces de sécurité pour justement arriver à exciper le mauvais grain de livret, de façon à ne pas qu'il n'y ait pas beaucoup de bavures militaires. Je fais confiance à nos forces Alors, on a remarqué quand même tout au long de cette crise, on peut le dire, le Cameroun n'apprend pas beaucoup des rapports des organisations non gouvernementales. On se souvient d'un rapport qui avait été commis par International Crisis Group, dans lequel on disait justement au gouvernement camerounais de prendre des mesures pour ne pas qu'on atteigne le seuil de la radicalisation. Mais aujourd'hui, on se rend compte que International Crisis Group, comme la plupart des organisations non gouvernementales qui ont écrit sur la question anglophone, sont en train d'avoir raison. Est-ce que le gouvernement de Yaoundé est dans une posture de personnes sourdes? Non, je crois que en général, l'attitude du gouvernement par rapport à ces rapports est compréhensible, dans la mesure où les rapports auxquels vous faites allusion ne sont pas toujours neutres et objectifs. Donc, vous savez très bien qu'à plusieurs reprises, le ministre de la Communication, M. Issa Mabakari, a officiellement et publiquement démonté, n'est-ce pas, le contenu des rapports de ces organisations ces organisations qui, pour la plupart, sont souvent, n'est-ce pas, instrumentalisées par, n'est-ce pas, les forces extérieures. Donc, à partir de là, effectivement, le gouvernement ne peut plus, n'est-ce pas, considérer, n'est-ce pas, le contenu de ces rapports. Par contre, il y a quand même eu le représentant des Nations Unies qui a été au Cameroun et qui a fait des propositions, si vous voulez, crédibles, qui, de mon point de vue, auraient pu permettre au gouvernement de franchir le pas. Et je crois que dans ces propositions, il y avait la libération de ceux qui étaient détenus dans le cadre de cette crise anglophone.
cette libération a été faite, mais partiellement. Pourquoi le gouvernement n'a pas libéré totalement ceux qui sont en prison pour cette affaire de crise anglophone? Autre chose, l'émissaire des Nations Unies avait proposé, n'est-ce pas, qu'on privilégie le dialogue. Depuis cette époque, quelle est la démarche que le président de la République ou le gouvernement a entrepris? Quelle est la démarche que ce gouvernement a entreprise pour dialoguer, ne serait-ce qu'avec les partis d'opposition au Cameroun? Il n'y a eu aucune démarche dans ce sens. Vous voyez ce qui se passe à l'Assemblée nationale? C'est à la limite une honte. J'ai suivi tout à l'heure l'universitaire parler de l'ordre du jour. La vérité, c'est que l'ordre du jour de l'Assemblée nationale est dicté à partir de la présidence de la République. Donc il ne revient pas au président de l'Assemblée nationale de lui-même de dire je décide à partir de maintenant parce que quelques députés du SDF ont fait des mouvements. Vous avouez là en ce moment que l'Assemblée nationale, le Parlement de façon générale ne peut pas de lui-même décider d'inscrire cette crise. Je vous dis, tel que l'État camerounais fonctionne, tel que les institutions de notre pays fonctionnent, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Vous avez vu les différentes notes du secrétaire général de la présidence aux députés, aux différentes chambres de l'Assemblée nationale pour apporter des correctifs budgétaires par rapport à ci ou à cela. Donc ça montre très clairement que l'agenda de l'Assemblée nationale est tenu par la présidente de la République. Donc n'attendez pas, je sais pas moi, du président de l'Assemblée nationale que de lui-même qui décide d'inscrire les revendications mais pourtant, on a, vous l'avez dit, les actions des députés, même bientôt des sénateurs du SDF. Pourquoi les autres partis politiques qui sont présents à l'hémicycle ne ressentent pas le besoin de se mêler à ces revendications alors que le docteur Ariel Nitedem le précisait tout à l'heure, on parle des affaires de l'État, de la nation de façon générale. Pourquoi jusqu'ici il s'agit seulement du SDF? Effectivement, c'est une question pertinente dans la mesure où les députés même du RDPC devaient se sentir concernés. Ceux de l'UDC, ceux de l'UDC. Puisque ces députés sont plus ou moins proches du gouvernement, que ce soit l'UPC, que ce soit l'UNDP, que ce soit l'UDC, à quelques exceptions près, le MSC, encore faut-il le démontrer. Donc, ces députés-là ne peuvent pas spontanément se rallier n'est-ce pas, aux revendications du SDF. Et vous savez qu'il y a cette fameuse guerre, ces fameuses intrigues entre les partis d'opposition. Souvenez-vous de la grève du 1er octobre lancée par, je crois, la grève du 21 octobre lancée à Douala par il faut faire l'objet de pas mal de polémiques entre les partis. Moi, je crois qu'il faut interpeller ces députés, les députés de l'UDC, de l'UPC, de l'UNDP, du RDPC, de laisser à eux seuls les anglophones à leur sort. Cela est irresponsable de leur part. Ils sont les députés de la nation. Les députés du Pourquoi ne se prononcent pas? Les députés du SDF qui revendiquent ne sont pas tous des anglophones. Je veux bien, c'est ce que je dis. Pourquoi les autres députés ne se prononcent pas? D'où vient-il que c'est devenu un problème des députés anglophones ou bien originaires des zones anglophones? Ça n'a pas de sens. Ou les députés d'un certain parti du SDF. Avant de revenir à vous, Noyolo PMRT comprenne également l'avis du professeur Sostène Efouba sur la question. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche des députés du SDF aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Je pense que c'est une démarche de gens qui sont solidaires. D'abord, parce que le SDF est un parti qui a l'ancrage régional. Donc, ils sont solidaires de leur région, des frères anglophones et de tous les Camerounais. Et je pense aussi qu'ils agissent comme ça parce que le chef de l'État n'a pas agi, n'a pas répondu. Comme il disait, l'ordre de jour est défini depuis la présidence de la République. Ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est un peu partout ailleurs. Donc, je pense que au regard de l'agacement, des difficultés et du silence d'ailleurs même l'article 26, l'initiative à être partagée entre l'exécutif et le. Donc je pense qu'ils avaient raison de se plaindre, de montrer qu'ils sont solidaires. Parce que le parti politique a ce qu'on appelle la fonction tribunicienne qui a été définie par la voix, où le parti est la voix des sans-voix. C'est-à-dire le parti politique doit porter les problèmes des populations pour présenter à la mission. C'est normal. Et les partis politiques sont reconnus par la Constitution. Donc je pense que c'est une action d'éclat pour montrer quand même leur mécontentement. Mais c'est la démarche peut-être qui arrive en retard. Et puis c'est le nombre. Parce que comme vous voyez, le RDPC a une grande majorité à l'Assemblée nationale. Et il y a ce qu'on appelle, le principe d'association. C'est-à-dire la discipline du parti emporte sur la liberté des députés. C'est-à-dire si vous êtes du RDPC, vous n'avez pas l'autorisation du comité central, on peut vous suspendre, on peut vous punir sévèrement. Donc les députés sont donc tenus par
la discipline du parti. Et il y a les partis alliés, c'est-à-dire l'UPC, tous ces partis qui sont alliés à la mouvance présidentielle et qui ne peuvent pas aller au-delà. Et puis, disons-nous les choses, il n'y a pas de députés à l'Assemblée nationale, c'est une caisse de résonance. C'est-à-dire les députés ont leur mandat du pouvoir exécutif. C'est-à-dire quand il y a élection, il se dit, on divise d'abord les codes de Michigan, on divise d'abord les circonscriptions de manière à ce que l'État le gouvernement ait un droit de contrôle. Et maintenant, quand on va pour le contentieux, les revendications ne sont jamais prises en cause. Donc, l'Assemblée nationale est plombée par le pouvoir exécutif. Donc ces gens-là sont à la mangeoire. Au plan scientifique, ils ne font pas leur travail. Ils ne sont pas les députés à la nation. Ils sont là pour leurs prébendes, pour les belles voitures, aller à l'hôtel de député et tout. Donc, quand une assemblée est monocolore, ça ne sert à rien qu'on pense qu'elle peut porter une revendication. L'Assemblée nationale doit être plurielle, avoir plusieurs colores, pour qu'il y ait ce que les Américains appellent les balances. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait équilibre. Là, on a un déséquilibre frappant dont on n'appelait pas vraiment les députés, malgré leurs actions d'éclat, pour résoudre ce genre de problème. Alors, on répond à la fameuse question, finalement, quelles sont les solutions de sortie de crise? Parce qu'il ne s'agit pas seulement pour nous de déblayer le chemin, mais également d'apporter des solutions pour les personnes qui nous écoutent. Selon vous, quelles sont les différentes solutions de sortie de crise? Sortie de crise sur quoi? La crise anglophone, l'enlisement dans lequel on se retrouve. Vous avez évoqué la question de légitimité des députés. Sosten vient de dire des choses extraordinaires. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, les députés s'occupent de tout. De tout ce qui concerne leur confort. Les micro-projets et autres choses. Mais ils ne débattent pas des questions de fond. Et c'est en cela que je dis que, est-ce que vous savez que quand on les a vus chanter, les gens pensent que c'est un comportement villageois, même rural. À un moment donné, on a entendu le PAN lui-même chanter, le LDF est mauvais. Donc, finalement, on se retrouve dans une histoire où les gens ne savent même pas ce qu'ils sont là. Je veux bien comprendre que, n'est-ce pas, il n'y a pas meilleur endroit que l'hémicycle pour permettre à un député de se révolter comme se révolterait un avocat, n'est-ce pas, devant la barre. Mais tout au moins, il faut être pourquoi il faut être. Ce sont les mêmes députés, dans le règlement de l'Assemblée, qu'on pouvait convoquer, qui ont adopté l'article 37, qui dit qu'en matière d'ordre du jour, celui-ci est fixé par le gouvernement. Alors, comment est-ce qu'un pouvoir dit exécutif peut fixer l'ordre du jour d'un autre pouvoir? C'est ce que j'appelle le concubinage politique. Et si aujourd'hui, par rapport à ce qu'Ariel dit, les autres sont plus ou moins le bras mort, vous n'allez pas demander à l'UDC, par exemple, qui a vu les collisions d'intérêts, le concubinage entre le SDF et le RDPC lors du sénatorial, de supporter, de soutenir les actions du SDF. Vous n'allez pas demander aux autres, parce que vous avez enlevé l'UDC, le SDF. Donc le SDF, en réalité, c'est une histoire d'un foyer où les gens ont marre de contenir leurs émotions, leurs problèmes au sein du foyer. Un jour, ils disent, ok, ça vole en éclat de voix. C'est de ça qu'il s'agit maintenant, que ça vole en éclat de voix. Quand vous parlez de sortie de crise, on aurait pu penser que, en faisant, si M. Biya faisait une autre politique, c'est-à-dire qu'un remaniement, en balayant les uns et les autres, ça pouvait marcher. Mais je ne suis pas très sûr que même le remaniement, en ce moment, peut favoriser, n'est-ce pas, un redécollage ou bien une meilleure compréhension des choses. La deuxième chose, ces députés qui sont là, j'ai dit d'entrée de jeu que d'ici la fin de cette session, ils deviennent illégitimes. Parce que leur mandat est terminé. Leur mandat étant échu, ils peuvent faire n'importe quoi parce qu'ils n'ont plus rien, n'est-ce pas, ils ne répondent plus, n'est-ce pas, des attentes du peuple. Le peuple même qu'ils ont désabusé, qui n'ont pas pu soutenir au point où la crise qui allait s'aggravant a fait croire, n'est-ce pas, au peuple que leur nouveau lieutenant, leur nouveau maître, c'était les sécessionnistes. Maintenant, par rapport à cette même sortie de crise, les sécessionnistes ne peuvent pas être appelés sur la même table pour le dialogue avec le pouvoir en place, parce que c'est le pouvoir en place qui fixe le chronogramme, c'est lui qui, en réalité, arrête l'ordre du jour et c'est lui qui détermine les différents acteurs. Là encore, c'est pas possible. Je pense qu'on a atteint un niveau, n'est-ce pas, de pourrissement, un niveau d'intolérance,
au niveau d'absence de dialogue qui est tel que laissons peut-être que la guerre est en prie Dieu, peut-être que la guerre est en prie Dieu. Vous avez des solutions un peu plus optimistes bien sûr, que celle-là. oui, tout à fait, il faut être plus optimiste. Je crois qu'un dialogue qui consisterait, n'est-ce pas, à réunir des gens autour d'une table, à la sortie de là, il y a des personnes qu'on peut réunir autour d'une table. Lesquelles? On peut les identifier dans les deux cas. Les populations anglophones, vous dites aujourd'hui, par exemple, ils se reconnaissent à travers peut-être c'est par peur. Monsieur, est-ce que je peux parler? Ils sont embrigadés. Mais ce qui est sûr, vous ne pouvez pas appeler ces pas les sécessionnistes. Le problème anglophone ne se réduit pas au sécessionnisme. Il y a beaucoup d'anglophones, une majorité d'anglophones qui seraient partants pour le fédéralisme ou même pour le régionalisme. Il y a un qui serait tout simplement content si on mettait en place aujourd'hui les régions. Et si on donnait les régions, je crois pas. Il y a des anglophones qui y croient, qui pensent, qui seraient partants pour les régions. Il y en a qui seraient partants pour un fédéralisme à 2 États. Il y en a qui seront partants pour un fédéralisme à un certain nombre d'États qu'on choisirait. En réalité, les sécessionnistes ont la portion congrue. Ils ne sont pas les plus nombreux. C'est vrai qu'il n'y a pas un travail scientifique qui a été fait pour déterminer tout cela, mais de façon empirique, on peut le dire. Donc la solution passe par un dialogue, une conférence, une réunion où les gens se retrouvent et à la sortie de là, on propose de nouvelles personnes. Je peux dire, si tout le monde s'assoit autour d'une table, à la sortie de là, on aura une solution au problème anglophone. Et quand on aura trouvé une solution au problème anglophone, on va commencer à résoudre le problème sécessionniste. Parce qu'en fait, c'est le problème anglophone qui a justement donné le poids qu'on a aujourd'hui au problème sécessionniste. En réalité, s'il n'y avait pas le problème anglophone, le problème social, il est là depuis toujours. Pourquoi il a pris l'envergure ces dernières années? C'est à cause du problème anglophone. On passe donc, messieurs, au deuxième sujet à l'ordre du jour et on parle cette fois des résolutions de la rencontre d'Abidjan, le 5e sommet Afrique-Union européenne qui s'est achevé jeudi à Abidjan. La thématique était assez centrée sur la jeunesse, investir sur la jeunesse pour un avenir durable. Et au terme de cette rencontre-là, des résolutions ont été prises, résolutions déclinées en 4 points essentiels, l'éducation et la formation. On a également abordé les questions d'immigration, les questions de sécurité et enfin des questions d'investissement. Soulé Onoyolo, comme tous les journalistes, vous avez forcément suivi ces échanges. Quelle est la lecture que vous faites finalement de ce qui a été dit? C'est un faux truc. C'est un faux truc parce que on a vu un jeune homme, Macron, c'est vrai, il est chef d'État, mais venir parler des choses qu'il ne maîtrise pas. Premièrement, vous avez vu, je ne sais pas comment on a fait, où est-ce qu'on est allé chercher les étudiants qui sont venus interviewer. À un moment donné, on aurait pensé que les Burkinabés étaient devenus si inintelligents, si feignants. Heureusement, vous avez vu la voix estudiantine criée dans les rues. C'est ça qui nous a rassuré qu'il y avait encore une jeunesse forte, une jeunesse, n'est-ce pas, qui pouvait aller contre un certain nombre de choses. Et surtout, on a revu, n'est-ce pas, le retour en force de la France-Afrique. Il n'y a pas eu d'Union européenne. Vous avez vu qui? Sous la coupole de l'Union européenne, Macron est venu parler à l'Afrique. Vous avez vu Angela Merkel ou bien les autres? Il n'y a pas eu. Donc, c'est un bonhomme. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a même eu tromperie sur la marchandise. Vous ne pouvez pas partir sur le fait d'une rencontre Union européenne et l'Union africaine, mais vous vous retrouvez un maître colonial qui a le fouet à main et qui sermonne. Mais ça, c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Si on doit revenir sur les échanges d'Abidjan. C'est le prolongement. Il n'y a rien. Attendez, est-ce que vous avez entendu à l'ordre du jour être discuté ou alors être soulevé ou être inscrit les vraies questions de l'Afrique? On a parlé d'immigration. C'est une vraie question de l'Afrique. L'immigration n'est pas... Attendez, ces gars nous ont spoliés. L'immigration, si vous pensez que le sujet c'est sur l'immigration, mais ces gars-là nous ont dit par rapport au changement climatique, ils devaient nous donner chaque année, je crois, 100 milliards. On n'en a jamais reçu pour atténuer les changements, pour ce qui est de la bataille contre les changements climatiques. Donc, l'immigration, c'est parce qu'ils pensent qu'ils peuvent rester de l'autre côté et nous empêcher
d'aller prendre le peu qu'ils nous prennent. Et du coup, vous croyez que c'est un sujet important? C'est pas un sujet important. Du moment où ils veulent nous faire comprendre qu'il faut qu'on reste chez eux. Et puis, la France, chez nous, la France-Afrique, madame, hein, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce Macron, qui pense que l'histoire de le néocolonialisme est finie, je verrais bien qu'ils disent à Total de ne plus venir en Afrique, hein, siphonner le pétrole, qui disent à Bolloré de ne plus venir en Afrique, qui disent à Castel de ne plus venir en Afrique. Il vous répondra que cela rentre dans les investissements des pays de l'Union européenne en Afrique. Non, mais la plupart d'entre ceux que je cite sont d'abord français. Macron est venu presque nous dire que nous n'avons même plus raison d'être nous-mêmes et que nous devons ouvrir. Hein, cette histoire du néocolonialisme un peu chirurgical où on pense que vous n'êtes rien, mais nous on peut venir prendre. Je ne suis pas d'accord, vraiment. Alors, je pense que, si vous voulez mon avis, il faut vite oublier, n'est-ce pas, cette rencontre, parce que, excusez-moi de dire, c'est un mégalo qui est venu nous faire un peu un discours. Je ne sais pas si les universités qui sont là connaissent ce genre de discours, mais je pense qu'il faut vite oublier ça, parce que surtout il a voulu nous faire, n'est-ce pas, un coup sur la démographie, en nous demandant, en disant qu'il faut arrêter de produire les enfants, comme si en réalité on va arriver sur cette question. Ce n'est pas normal, madame. Il faut dire avec brutalité que Macron, aujourd'hui, n'est-ce pas, pour produire, il faut des personnes, n'est-ce pas, pour créer des entreprises, pour y travailler. Pourquoi ils ne disent pas ça à la Chine? D'accord, on arrivera sur cette question, sur ce point-là, mais en attendant, on discute des points un tout petit peu plus techniques. On s'est rendu compte s'il faut s'en tenir aux échanges qu'il y a eu au cours de cette rencontre-là, s'il faut également s'en tenir au discours. On s'est rendu compte aujourd'hui qu'il y a une certaine volonté de l'Union européenne de changer la nature des relations avec l'Afrique. Ils ont d'ailleurs dit qu'on ne devrait plus parler d'une relation basée essentiellement sur l'aide, mais une relation gagnant-gagnant dans laquelle à la fois l'Afrique et l'Europe pourraient percevoir quelque chose de positif. Oui, en cela, il rejoint les États-Unis qui l'ont dit il y a plus de 20 ans, trade, not aid. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'avec l'Afrique, il ne faut plus parler de l'aide. L'aide n'a jamais aidé un pays à sortir du sous-développement. Si l'aide pouvait le faire, l'Afrique ne serait pas sous-développée. L'Afrique reçoit l'aide depuis plus de 40 ans. C'est connu, des publications scientifiques l'ont démontré. Donc il faut commercer avec l'Afrique. Il ne faut plus parler de l'aide. L'Afrique n'a pas besoin d'aide. Mais est-ce que l'Afrique est prête? De partenariat. Alors, est-ce que l'Afrique est prête? Oui, je pense bien. Alors, la rencontre, le cinquième sommet Union européenne-Union africaine a eu quand même quelque chose de positif, à savoir que ça a mis le viseur, hein, ça a déplacé le curseur sur des problèmes réels auxquels l'Afrique fait face aujourd'hui, à savoir ce problème d'immigration. Ce problème d'immigration, où on a vu, n'est-ce pas, des Africains être vendus. On est rentré 400 ans en arrière, on a parlé de l'esclavage. En réalité, si on était allé au-delà de cela, on aurait évidemment mis le point sur les vrais problèmes, les problèmes profonds. Je regrette qu'ils se sont arrêtés en surface, parce que la face hideuse que l'immigration nous montre en Libye aujourd'hui, n'est-ce pas, en réalité nous rend compte d'un malaise profond. Les politiques en Afrique, les politiques publiques en Afrique ont échoué. Pourquoi elles ont échoué? Les responsabilités sont partagées. Et les deux partis, justement, qui partagent ces responsabilités étaient en face. Et ils ont évité sagement les vrais problèmes fondamentaux. Les vrais problèmes, c'est lesquels? Alors, l'Europe qui nous spolie de matières premières et qui fixe les prix, qui ne sont pas des justes prix, ils n'ont pas parlé de ce problème. Alors, l'Afrique, les dirigeants africains, qui par la mauvaise gouvernance empêchent le ruissellement, n'est-ce pas, attendu de ce que produit l'économie, le ruissellement vers le bas. Le partage, les ressources sont mal distribuées. Et il y a une bonne partie de la population qui reste pauvre. Et justement, le chômage des jeunes est endémique. Pourquoi? Parce qu'il y a une donnée statistique que personne n'a pris en compte. La population africaine a doublé en 27 ans. En 1990, on était 650 millions. Aujourd'hui, on est 1,2 milliard. La population a doublé. Et aucune politique publique n'a pris en compte ce doublement de la population. On continue à gérer l'Afrique comme si de rien n'était.
alors que la population a doublé et va encore doubler d'ici 2050. C'est prouvé, les chiffres sont là. Donc finalement, et c'est clair, les chiffres de la recherche, la science nous le dit, cette jeunesse, ça peut être positif si on l'utilise, mais ça devient un danger si on ne l'utilise pas. Ça devient une bombe. Et justement, ce qui se passe en Libye, c'est justement la face cachée de c'est l'arbre qui cache la forêt. Et c'est véritable de ça qu'on parle. Et quelles que soient les bonnes intentions, si on ne touche pas du problème au fond, si on ne donne pas du travail à ces jeunes en Afrique, si on ne laisse pas, sur la gouvernance des matières, la gouvernance en général, la gouvernance économique n'est pas améliorée en Afrique, si on ne redistribue pas les fruits de la croissance de façon effective et équitable en Afrique, ce problème va perdurer. Et il y a un autre problème de fond. La monnaie, d'où vient-il que 14 pays africains ont une monnaie sur laquelle ils n'ont pas de contrôle? Au jour d'aujourd'hui, avec des problèmes aussi pressants, piloter une politique économique avec simplement la politique budgétaire, c'est inconcevable. Les Africains de ces 14 pays n'ont pas la main sur le levier monétaire, le levier de la politique monétaire. Donc ils pilotent la politique économique avec un seul levier. C'est comme quelqu'un qui va faire un marathon, qui court avec un pied. Et il court dans un environnement où les autres courent avec 2 pieds. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique est dans une concurrence permanente avec le reste du monde. Je ne dirais pas avec ceux qui il faut dire à tout à ne pas venir. Ou dire à qui ne pas venir. L'Afrique n'a pas besoin de se refermer sur elle au plan économique. L'Afrique a besoin, n'est-ce pas, d'être intégrée à l'économie mondiale, mais qu'on respecte, n'est-ce pas, la concurrence, qu'on respecte les canons qui sont respectés ailleurs. Quand ces sociétés viennent signer des contrats ici, qu'ils respectent les mêmes conditions qui sont respectées ailleurs. Parce que quand ces sociétés viennent signer un contrat ici, ils donnent des prébendes aux dirigeants. Ils corrompent plutôt. Des dirigeants qui peuvent dire non. Des dirigeants qui peuvent dire non. Mais en fait, en Europe, il y a des cadres qui les obligent justement à respecter leurs engagements. Et quelquefois, ils donnent des prébendes aux dirigeants, à nos dirigeants, avec la complicité de ces Européens. En réalité, c'est même eux qui sont derrière ces multinationales, qui viennent en Afrique s'enrichir sur le dos de l'Afrique. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Dire à ces multinationales de respecter les mêmes conventions qu'ils respectent quand ils vont ailleurs. Trump l'a dit, qu'il a des amis qui ont fait fortune en Afrique. Et ça, quand le Trump dit, ce n'est pas une propagande. Il y a un pipeline qui est de 1000 mètres chez nous, qui est géré par une société américaine. Vous pouvez imaginer que cette société fait de bonnes affaires en Afrique. Quand on l'a dit, j'ai pensé à ce pipeline, justement. On reviendra à vous pour ces analyses purement économiques. D'ailleurs, je veux vous relancer, vous également, sur la question, Jean-Marie Tchatchouan. On s'est rendu compte, avec certains observateurs qui ont fait des sorties au cours desquelles ils ont dit que ce sommet était encore l'occasion pour la France de montrer aux autres pays, aux autres États membres de l'Union européenne, qu'elle maintenait bien sa main mise sur l'Afrique. L'Afrique était sa propriété. Et c'est même d'ailleurs, selon ces observateurs, l'une des raisons pour lesquelles Macron est arrivé en Afrique un peu plus tôt que le reste. Effectivement, cela me fait penser au fameux débat télévisé qu'il y a eu entre Macron et Le Pen avant les élections. Vous vous souvenez très bien que Le Pen avait fait remarquer à Macron qu'il était à plat ventre devant l'Europe et à plat ventre devant Merkel. Donc, Macron, c'est l'instrument de l'Union européenne. Et à travers ce fameux sommet, je ne pense pas qu'il s'agit d'un sommet entre deux organisations sous-régionales. C'est une sorte de France-Afrique qui se déguise en sommet Union européenne, Union africaine. Et cela se traduit par les résolutions que vous avez si bien évoquées. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que lors d'un sommet comme celui-là, parmi les résolutions, qu'on dise qu'on demande de rapatrier les 400 000, 700 000 Africains qui sont en Libye? Mais avant ce sommet, je crois que le Cameroun avait déjà commencé à rapatrier. Il y a des actions plus fortes qui ont été prises, c'est-à-dire poursuivre ces par actions exemple sont les vendeurs d'esclaves. Oui, ces actions sont lesquelles? N'oublions pas que la France est pyromane et sapeur-pompier. Pourquoi? Parce que la situation qui prévaut en Libye, c'est bien la faute à la France, en grande partie. C'est la France qui a tué Kadhafi. C'est après le départ de Kadhafi qu'on assiste à ce genre de spectacle inhumain. Donc la même France arrive aujourd'hui et dit que bon voilà, il faut mener les actions fortes. Non.
Mais je pense, quand vous dites que des actions n'ont pas été prises, c'est quand même connu qu'au terme de ce sommet, on a décidé de poursuivre tous ceux qui vendaient des migrants noirs à la fois en Afrique et dans le monde. Leur compte en banque également allait être Vous pensez que s'il n'y avait pas eu ce sommet, on n'aurait jamais poursuivi ces gars? Vous pensez que les États africains ont besoin d'une recommandation venant de l'Union européenne pour mettre en place la machine judiciaire pour poursuivre des gens qui se jettent dans la traîne négrière? Je ne pense pas. Vous voyez ce qui s'est passé au Burkina quand Macron arrive. Je suis même convaincu de ce que ce théâtre a été fabriqué par Macron et le président burkinabé. Parce que voyez-vous, il demande, vous êtes quel genre d'étudiant qui a fait économie parmi vous? Effectivement, parce qu'il sait que parmi ses interlocuteurs, il n'y a pas d'étudiants. Donc quand il savait bien à quel auditoire il avait affaire. Donc, je crois que Macron est venu perpétuer, confirmer l'axe de la France-Afrique. Et de ce point de vue-là... Avant de revenir à vous, Soulé Onoliolo, permettez également qu'on donne la parole à Sostène Ifouba au chapitre quand même des résolutions qui ont été prises au cours de ce sommet. Il y a que les États à la fois de l'Union européenne et de l'Union africaine doivent développer des stratégies pour permettre à ce que leur jeunesse vive du moins de façon meilleure. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique pourra développer, sera à même de développer ces stratégies-là, une Afrique dans laquelle on a l'impression à un moment que les dirigeants ont tout confisqué, des personnes plus âgées ont des postes clés. Vous pensez qu'aujourd'hui la jeunesse africaine peut espérer que ses conditions de vie soient améliorées? Je suis content que vous posiez cette question qui me semble résumer ce sommet. Je ne serais pas d'accord avec des journalistes parce que je pense que c'est un pessimisme permanent qui ne permet pas à l'Afrique d'avancer. C'est-à-dire qu'il faut toujours jeter aux autres ces discours de la France-Afrique et tout. Je pense que c'est refuser l'analyse. Je suis d'accord avec l'économie. Je pense que le sommet était très important pour rappeler à l'Afrique d'améliorer les conditions de vie de ces populations, de développer les programmes de gouvernance, de développer les infrastructures, de développer, de socialiser, de former des cadres. Parce que ces gens qui se retrouvent en Libye un peu partout, c'est parce qu'ils vivent un mal-être. Voyez-vous, les gens ont des maîtrises, des licences, ils n'arrivent pas à trouver le travail. Au Cameroun, on ne va pas en retraite. Parce que c'est ainsi qui permet aux jeunes de travailler. Si vous voyez les gens qui travaillent 70, 90 ans, ça veut dire qu'ils refusent que les jeunes travaillent. Donc ceux qui nous gouvernent ne sont pas d'abord gentils, ne sont pas patriotes. Ils n'aiment pas les petits frères qui arrivent. Parce que ils sont là, ils bloquent le processus, le cycle. Et en plus de ça, la gouvernance. Quand vous prenez les biens mal acquis, vous prenez des milliards. Vous allez déposer dans les comptes. C'est-à-dire, vous voyez un Camerounais qui est en prison, il a 12 comptes en France, dans les paradis fiscaux. C'est l'argent des Camerounais. Est-ce que vous êtes patriote en ce moment? Et quand vous le faites, Macron, lui, est au courant de ce que vous avez dans ces banques. Mais vous dites qu'il ne vous enseigne rien. Quand il voit ça, il a les larmes aux yeux. Il dit, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis, quand vous parlez des acteurs, dans les relations internationales, les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques, ces acteurs non étatiques firment Coca-Cola, Orange. Ils donnent les emplois aux Camerounais. Combien les Camerounais ont réussi en travaillant dans ces entreprises? Donc, je pense qu'il faut un partenariat win-win, comme vous avez dit, un partenariat gagnant-gagnant, et que l'Afrique plaise, puisqu'il a dit pour battre la monnaie. Vous êtes libre si vous avez la capacité, la capacité d'équilibrer vos économies, battez monnaie. Si vous avez la capacité de créer des entreprises, la France-Afrique ne vous oblige pas. La France-Afrique n'existe même pas. Elle n'existe que dans nos esprits. Nous sommes les États indépendants. C'est pas Macron qui fait la guerre, c'est pas la France qui fait la guerre au nord. Donc je pense pas que la France-Afrique, c'est symbolique quelque part, existe quelque part. Si nous voulons quitter de la monnaie que vous dites, le trésor de pas, nous quittons demain. Donc je pense qu'on est libre. Il nous a donné, il nous a encouragé à être totalement libres. Soyons donc libres. Parce que c'est toujours dire que la France-Afrique, c'est nous-mêmes, le mal-être de l'Afrique. C'est d'abord l'Africain en lui-même. On parlait tout à l'heure des résolutions qui ont été prises pour lutter contre l'immigration clandestine. Il y a par exemple qu'à partir de ce sommet, toutes les personnes qui se sont mêlées de la vente des migrants aujourd'hui doivent être poursuivies dans chacun de leurs pays. Autre résolution, c'est que les comptes en banque, on le disait tout à l'heure, allaient être saisis, qu'ils soient en Afrique ou alors dans les pays de l'Union européenne. Est-ce que ces solutions sont suffisantes pour juguler ce problème d'immigration aujourd'hui? Ça, c'est des solutions qui concernent essentiellement Macron de la France. Macron a été élu par la France, par les Français, qui attendent le bien-être, qui attendent, n'est-ce pas, qu'il fasse franchir le cap de la bonne espérance. Je ne suis pas très sûr qu'il y a d'autres pays de l'Union européenne qui ont donné des procurations à Macron pour venir parler en leur nom. Macron est venu défendre ses intérêts. Et je suis même un peu surpris
par Sosten qui pense que il y a un certain nombre de choses positives. Il n'y a rien de positif dans cette affaire. Parce que justement, il s'agit d'un grand roi qui est venu rencontrer des petits rois mal élus, hein, avec qui ils s'entendent sur le dos du peuple. Heureusement, bien heureusement, qu'il y a la voix du peuple, la voix des étudiants, qui ont dit à Macron, ce n'est pas à toi de venir nous apprendre à utiliser le papier hygiénique quand il faut aller là où vous savez. Donc en réalité, je suis surpris, il n'y a rien à... Attendez, lorsque un bonhomme comme Macron vous dit de manière... Moi, j'aime pas l'arrogance. Quand il vous dit que, mais attends, vous voulez parler du CFA alors que vos chefs d'État n'arrivent pas à arranger des climatiseurs. Mais il a oublié. C'est du tout Macron. Mais il a oublié que nous n'avons pas trop besoin du climatiseur. Nous ne sommes pas nés avec les climatiseurs, n'est-ce pas, dans les bras. On peut faire autrement. Et j'avoue très singulièrement que un jour ou l'autre, ça va finir. C'est-à-dire les derniers despotes, les derniers roitelets, n'est-ce pas, qui font allégeance à la France, à Macron, aux fonctionnaires français qui se sont convertis dans les affaires et qui continuent à pilonner, à spolier les Africains. Lorsque le temps, n'est-ce pas, de Dieu approche, et vous allez voir ce qui va se passer. Et je pense que Macron doit, je crois que... Est-ce que, si vous le permettez, c'est pas ça le malheur de l'Afrique, de penser tout le temps à Dieu, Dieu, Mahomet et tout ce qu'on convoque dans le ciel ne viendra pas résoudre les problèmes en Afrique. Madame, je vous renvoie à lire les Ecclésiastes. Il y a un temps vous comprenez? Et puis j'avoue très singulièrement que un jour ça va venir. On ne pouvait pas s'imaginer qu'un chef d'État français descende, qu'il fasse le folklore qu'il a fait et que la rue gronde. Mais le Macron qui parle d'un État démocratique, comment voulez-vous qu'un Macron, c'est-à-dire une France, la grande France démocratique, peut accepter qu'un président vienne de parler et que l'on commence à utiliser des, comment vous appelez ça, des poils à gaz, des bombes lacrymogènes, voilà, pour chasser ou alors des étudiants qui ne veulent que rentrer dans le campus. Donc c'est terminé. Il y a des choses qui se voient et qui s'observent. Tôt ou tard, je vous assure, la fin arrive. Les gens comme les Macron, hein, ils n'auront plus même la possibilité. Je vous remercie. Je vous remercie pour cette analyse. C'est un continent d'avenir. Les richesses, toute l'Afrique, c'est l'Afrique qui va donner, qui va guider le nouveau ordre mondial prochainement. Alors qu'il parlait justement de l'Afrique lors de la série de questions-réponses que tout le monde semble critiquer aujourd'hui, Emmanuel Macron a fait une affirmation, une déclaration qui a été reprise par la plupart des journaux nationaux et internationaux. Il a dit « Il n'y a plus de politique française de l'Afrique ». Est-ce que c'est vrai? Oui, s'il le dit, bon, je peux que ce soit la démagogie, mais en réalité, il a dit, il a fait une déclaration, tout le monde l'a écouté. Ça veut dire qu'en fait, il ouvre la porte aux dirigeants africains de prendre leurs responsabilités. Donc désormais, les dirigeants africains peuvent s'y appuyer pour prendre leurs responsabilités. Décider de quitter le franc CFA parce que c'est la voie, c'est ce que les experts recommandent et le peuple suit les experts. Les peuples africains en ont marre de cette monnaie française, franco-française, une monnaie qui est liée à la colonisation. Et justement, il faut dire qu'en réalité, la charge symbolique, je ne dis pas que la nouvelle monnaie viendra tout régler, ce sera une panacée, mais il y a une charge symbolique sur ce CFA qui est liée à la colonisation. Or, le sentiment de coloniser ne peut pas développer. Autant que le sentiment de tribalisme ne peut pas développer un pays, autant que le sentiment religieux ne peut pas développer une nation. Il ne faut pas compter sur Dieu pour développer une nation. Il faut compter sur des faits objectifs. Et les problèmes en Afrique sont connus. Il y a un problème d'éducation. Le système d'éducation est à refaire complètement. Un problème de mentalité également. Un problème de mentalité, justement, puisqu'il n'y a pas de cette mentalité colonisée, tribaliste et religieuse. Et d'autres mentalités d'ailleurs rétrogrades. Il y a le système éducatif. D'où vient-il que les gens ne travaillent pas avec des masters? Parce qu'en réalité, on a formé les gens sur des masters qui n'avaient pas raison d'être. On n'a pas besoin de ces masters-là au Cameroun, enfin en Afrique. On doit former des gens en fonction de la demande de l'économie. Donc il faut reformer le système éducatif pour l'adapter à la demande de l'économie africaine, la demande de l'économie locale. C'est ce que tous les pays font. Je vous remercie, docteur, et je vous remercie d'ailleurs tous sur ce plateau d'avoir répondu présent à cette invitation de droit de réponse. Quant à vous à la maison, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne.